C'est bon, vous pouvez rentrer. Le chien est gentil, il n'y a pas de problème, à tout. Pour savoir si on est addict au lithium, on n'est pas allé très loin, dans la maison de Régis, notre réalisateur. Et on commence la visite par une vraie mine d'appareils qui fonctionnent au lithium, la salle de bain. Il faut du lithium pour prendre soin de ses dents, de sa barbe et même du petit bidon. Passons dans le monde des ados. Là aussi, c'est bourré de lithium. Jouer, communiquer, s'informer. Sans lithium, pas de réseau. Le métavers désigne un monde entièrement construit par des hommes. Même dans l'émission ABE, on trouve aussi parfois du lithium. Alors du lithium, il y en a bien sûr dans tous les éléments de jeux vidéo, etc. Il y en a aussi dans la plupart des télécommandes. Maintenant, c'est plus des piles rondes comme on avait, c'est la plupart du temps. Celles-ci, des CR2032, on les trouve dans plein d'objets dans la maison maintenant. Et elles sont au lithium aussi. Même si Régis disparaît, le lithium, lui, est toujours là. On l'utilise partout, pour s'éclairer, nettoyer, et même ajouter un peu de piquant dans sa vie quotidienne. Il y a des objets plus surprenants, par exemple, ça c'est un poivrier sur batterie, donc batterie au lithium. C'est vraiment utile. Non, c'est vrai que là, c'est peut-être un peu absurde de gaspiller du lithium, là, on n'aurait qu'à tourner à la main, c'est vrai. Mais le nouveau gros consommateur de lithium, c'est la mobilité. Le lithium donne de la puissance à nos mollets, et d'ici quelques années, il aura presque entièrement remplacé l'essence dans nos voitures. Et ce n'est pas fini. Il y a encore une chose qu'on oublie de dire, c'est que la caméra qui nous a filmé depuis un moment, elle aussi, elle est sur batterie lithium. Régis est peut-être addict au lithium, mais si vous faites vous aussi un petit tour de votre appartement, vous serez surpris de voir à quel point il a envahi vos existences. Le lithium est partout et c'est assez récent. On a toujours utilisé des batteries, on en a des batteries au plomb, on a des batteries alcalines, mais en fait avec le lithium, ce qui est assez exceptionnel, qu'on peut augmenter la densité énergétique. Alors l'énergie qu'on peut stocker dans un volume donné, elle est beaucoup plus grande avec ces technologies-là. Andreas Suter est le patron d'un tout nouveau centre d'innovation consacré exclusivement aux batteries. Financé par des fonds publics et l'industrie, il vient d'ouvrir ses portes à Neuchâtel. Dans ses laboratoires, les chercheurs fabriquent des dizaines de petites piles pour tester les différents alliages du lithium avec les autres composants d'une batterie. Objectif : créer l'accumulateur de demain, plus efficace, plus sûr, plus durable, moins cher et surtout au service de l'électromobilité. Car même pour les voitures électriques, on utilise encore aujourd'hui une technologie à l'ancienne. Dans une Tesla, vous en avez à peu près 8000 des batteries comme ça. Une Tesla, ça a 80 kWh. Là, vous avez à peu près 10 Wh. Alors, il faut 8000 pour faire la capacité. Aujourd'hui, fini les cylindres, on est passé à la batterie plate. Ces feuilles, on les produit en masse. On les fait sur des rouleaux. Et après, on commence à les empiler les uns après les autres et faire plutôt des batteries qui sont, on parle des cellules pouch. Et on fait aussi maintenant les formes comme on en a besoin. Par exemple, une des techniques, c'est de faire des piles qui font toute la largeur de la voiture, mais qui ne sont pas très hautes, qu'on peut les intégrer directement en dessous du siège. Ça, c'est Renault qui fait beaucoup ça, c'est Peugeot, c'est Stellantis, BMW, Volkswagen aussi beaucoup. Le fameux lithium, le voici. C'est un métal, et pour un métal étonnamment mou. Le lithium ne se trouve pas à l'état pur dans la nature, mais emprisonné dans des roches. Et pour les admirer, ces minéraux, petit tour au musée d'histoire naturelle à Genève. Eh bien, c'est un minéral qui contient du lithium, un minéral qui s'appelle le spodumène, genre de minéraux qu'on retrouve dans des mines en Australie, par exemple, ou bien aussi en Autriche, dans des filons, dans ce qu'on appelle des pegmatites, dans des granites. Et c'est un minéral qui est connu pour avoir une teneur assez élevée en lithium. Dans ce minéral, il y a environ entre 3 et 4% de lithium métal. On va devoir doubler la consommation de lithium avec toutes les voitures électriques qu'on veut essayer de produire. Donc la demande, elle va juste fortement augmenter. Et du point de vue ressources et réserves,
Les réserves, apparemment, on en a assez jusqu'en 2050. Et voilà. On va parler dans quelques minutes de la manière de se procurer ce lithium, mais avant cela, un point très concret lié au risque des batteries au lithium à la maison et en particulier des batteries de vélo. Plusieurs cas d'incendie provoqués par ce type de batterie ont été rapportés depuis le début de l'année, notamment à Genève et à Saint-Gall. Bonsoir Stéphane Farrugia. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable technique au service de prévention de l'ECA Vaud, donc l'établissement cantonal d'assurance. Vous êtes un spécialiste de la prévention incendie. Comment est-ce que c'est possible qu'une batterie s'embrase comme ça, une batterie de vélo ? Alors c'est vrai que ces batteries font partie de notre quotidien aujourd'hui. On les met à des endroits un petit peu dans notre intimité, un petit peu de partout dans le logement. Et même parfois, elles sont stockées dans des endroits qui ne sont peut-être pas suffisamment aérés, dans des endroits où il y a beaucoup d'éléments combustibles. Donc elles ont tendance à surchauffer. On les utilise parfois avec des chargeurs qui ne sont pas adaptés, qui donnent trop de courant par rapport à la capacité de la batterie en question. Peut-être qu'on ne fait pas non plus attention à l'utilisation, les chocs, etc., les chutes de ces batteries, le fait qu'elles soient un petit peu endommagées. Et puis du coup, en la rechargeant en pleine nuit, alors qu'on dort et puis qu'on l'a mis dans le placard, eh bien, elle surchauffe et puis l'incendie provient. Alors, c'est assez effrayant comme scénario. Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter ce type d'embrasement ? Alors, les bonnes pratiques, c'est un petit peu comme tous les objets un peu techniques qu'on a autour de nous, les appareils électroménagers, etc. La première des choses, c'est déjà lire la notice d'emploi. Ça peut être utile de savoir comment s'en servir, comment l'entretenir, comment l'utiliser. Et comme ça vient d'être un petit peu dit là, rapidement, mais on prend soin. C'est vrai que c'est des appareils qui sont très performants, mais pour autant qu'on en prenne soin, les chocs thermiques, ces batteries-là n'aiment pas ça. Par exemple, vous me disiez, si on roule dehors en hiver ou au printemps comme maintenant, il fait 3-4 degrés, quand on rentre à la maison, il ne faut pas tout de suite brancher la batterie. Alors on essaie de comprendre, en tout cas les spécialistes de domaine essayent de comprendre ce qui se passe pour qu'une batterie s'embrase. Et c'est vrai que le choc thermique, l'amplitude thermique que peut subir une batterie quand elle est au contact du gel, puis tout d'un coup elle arrive au chaud. Donc les professionnels préconisent de la laisser revenir à température ambiante avant de la mettre en charge et puis de la surveiller. C'est aussi important de la mettre au bon endroit, par exemple pas sur son canapé. Oui, c'est déconseillé de la mettre dans un endroit où elle pourrait être un petit peu confinée, où en plus de ça, il y aurait des éléments combustibles qui, lors d'une surchauffe, s'embraseraient par propagation, par rayonnement ou par conduction de la chaleur. Et c'est vrai que la déposer sur une surface incombustible, par exemple un carrelage ou du béton, comme un balcon, chose comme ça, ça peut être plus sécure que de la mettre sur une moquette ou dans une armoire à côté du linge, quoi. Et puis alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais si tout d'un coup ma batterie commence à s'embraser, qu'est-ce que je fais ? Alors, si la batterie commence à s'embraser, alors peut-être il y a des signes avant-coureurs aussi. On dit que les spécialistes du domaine disent qu'il peut y avoir une odeur particulière qui se dégage de la batterie. Ça peut déjà commencer à vous donner quelques informations. Il peut y avoir quelques déformations de la batterie qui se fait aussi progressivement. Puis si vraiment elle s'enflamme, alors sans vous mettre en danger, mais la meilleure des choses, ça serait peut-être déjà de la débrancher la charge si elle était en charge. Couper le courant si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Et puis sinon, c'est d'essayer de l'isoler, d'éviter de la toucher parce que vous pourriez vous brûler, c'est aussi toxique, ça dégage des fumées toxiques. Donc l'isoler, ça veut dire que si par exemple vous l'avez déposé sur le carrelage de la salle de bain, eh bien, on vient de dire avant qu'il fallait la charger dans un local aéré, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez ouvert la fenêtre, etc. À ce moment-là, c'est l'inverse, il va falloir la confiner, fermer la fenêtre, fermer la porte, l'isoler, et puis faire le 118, expliquer aux pompiers ce qui se passe, parce que c'est toujours bien pour eux de savoir ce qui va vers quoi ils vont être confrontés. Donc pas essayer de l'éteindre soi-même, Non, en fait, vraiment non. tout de suite appeler les pompiers. Alors vous trouverez des personnes qui vous diront de la plonger, de l'immerger dans un récipient, c'est pas une mauvaise idée, sauf qu'en fonction de l'intensité du feu, ça peut être dangereux pour un citoyen de venir toucher cette batterie avec un élément. Alors oui, si elle est sur le vélo, le fait de déplacer le vélo dans une zone moins vulnérable, si c'est encore possible, faut le faire. Mais éviter, déjà que les pompiers, que leurs équipements font très attention, alors un citoyen à main nue, vaut mieux éviter de toucher cet appareil. Merci beaucoup Stéphane Farrugia. Prudence donc avec ces nouveaux objets qu'on a dans nos appartements. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup.
Un nouveau risque donc, mais ce n'est pas ce qui va freiner le développement des batteries au lithium et la course à cette ressource. Aujourd'hui, l'un des objectifs au niveau européen, c'est de créer toute une filière du lithium sur le continent pour limiter la dépendance à l'Asie dont viennent 90% de nos batteries. Et l'un des pionniers en la matière, eh bien, il se trouve dans le canton de Vaud, du côté d'Yverdon. C'est le plus puissant ferry électrique du monde. Un monstre de près de 750 tonnes, propulsé par la seule force de ses batteries. Capable de transporter 200 passagers et 30 véhicules, Ellen relie depuis à peine 3 ans les îles danoises de Søby et de Funchal, en silence et sans odeur de fioul. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que ces batteries ne sont pas fabriquées en Asie, mais bien en Europe, et même par une entreprise proche de chez nous, Leclanché à Yverdon. Ici d'ailleurs, on utilise les toutes dernières technologies. Et pour construire une batterie de plusieurs tonnes, on commence petit, par de simples cellules. Ce qu'on a ici, ce sont les éléments de base qui vont être utilisés pour fabriquer une batterie. Ce qu'on appelle les cellules. Donc c'est vraiment l'unité de base qui contient l'énergie, qui va fournir la tension et qui va servir au fonctionnement de la batterie. Donc toute l'énergie est là-dedans. Il y a combien de lithium là-dedans ? Il y a à peu près 4% du poids de lithium. Donc ici, on est probablement sur à peu près 30 à 40 grammes de lithium. Ces cellules sont assemblées dans des packs de batteries qu'il faut encore contrôler et connecter entre elles avant de les charger dans le ventre d'Ellen. Au total, 46 000 cellules sont nécessaires pour propulser ce ferry. 46 000 cellules, on a fait le calcul, cela fait près de 2 tonnes de lithium. Chez Leclanché, comme pour la plupart des fabricants de batteries, ce lithium vient de loin, d'Australie, d'Amérique latine ou encore de Chine. Cette dépendance inquiète l'entrepreneur d'Yverdon. On voit aujourd'hui que la dépendance a des coûts. Des coûts, on a vu pendant la période Covid, il y a eu des interruptions de production, tout ça, ça a des coûts. Ces coûts étaient jusqu'à aujourd'hui le plus souvent minimisés par l'industrie des batteries. La donne a complètement changé. On est passé ces dernières décennies par une globalisation, mais aujourd'hui, on voit que cette globalisation a des limites. Une grosse difficulté dans le transport maritime, qui a été beaucoup affecté par la situation en Chine, notamment. Donc tous ces coûts-là doivent aussi être pris en compte. Ce n'est pas que le prix de la matière première, mais c'est tout ce qui est autour. Et un supply chain local va réduire de façon significative ces risques de transport et ces risques de coûts annexes. On s'est beaucoup reposé sur l'exploitation du lithium ailleurs dans le monde. Et maintenant, les gens commencent à répertorier le lithium qu'on a en Europe. Et effectivement, il y a un potentiel de lithium en Europe aussi. Certains endroits en Europe, comme en France ou bien aussi en Espagne, au Portugal, les teneurs et les tonnages de lithium sont aussi élevés que ce qu'on retrouve dans les mines actuellement exploitées en Australie ou bien au Canada. Pour combler son retard, l'Europe doit donc se mettre à extraire du lithium dans son propre sol. Que ce soit des mines à ciel ouvert ou par géothermie, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'un nouveau projet d'extraction du lithium sur le vieux continent. La plupart sont pourtant bloqués, comme le montrent ces images de Rognos au Portugal, par des populations locales qui ne veulent pas voir les Trax dévaster leurs paysages. Et cette bataille dure depuis des années. L'exploration, les projets se multiplient donc à travers l'Europe, mais l'un des seuls qui soit déjà un tantinet concret se situe dans le sud de l'Angleterre. Là, pas de résistance de la population. Les ingénieurs sont déjà en train de faire les premiers essais. À 60 km au sud-ouest de Plymouth, les plages des Cornouailles attirent en pleine saison les amoureux de la nature. Mais à quelques kilomètres seulement des côtes, un tout autre paysage s'offre au regard. Car ici, on est au pays des mines. Depuis des siècles, les hommes creusent les profondeurs de la terre à la recherche du cuivre, de l'étain et surtout du kaolin.
Ces activités minières ont façonné un paysage de montagnes artificielles que l'on surnomme ici Cornwall Alps, les Alpes des Cornouailles. La plupart de ces mines sont aujourd'hui fermées, faisant de cette région une des plus pauvres de Grande-Bretagne. Alors quand les géologues ont découvert du lithium dans ces anciens sites, une nouvelle fièvre s'est emparée du pays, la fièvre de l'or blanc. Il y a plusieurs compagnies ici qui recherchent du lithium dans les Cornouailles. Mais toutes les roches ne conviennent pas. On a besoin d'une grande concentration de lithium. Et il n'y a que quelques endroits où il y a du bon granit. Et dans ce cas, nous avons donc du lithium que nous pouvons exploiter et ainsi redonner vie à ces mines et à la région. Voici notre mine. C'est juste à gauche. En fait de mine à ciel ouvert, nous arrivons plutôt dans une grande carrière abandonnée. Ici, pas encore d'ouvriers, ni de trax. Depuis 5 ans, British Lithium réalise des forages et des carottages afin d'évaluer le potentiel de son site en lithium. D'après ses calculs, la mine serait généreuse. Sous les pieds de ces prospecteurs, 20 000 tonnes de lithium attendraient d'être extraits, de quoi alimenter en batterie 3 à 400 000 voitures électriques par année, soit la moitié de la production automobile britannique actuelle. C'est quoi que vous avez dans les mains? C'est un roche avec le minéral là-dedans. On a fait le forage d'exploration ici. On a creusé quelques trous. Et en fait, j'ai une carotte de roche dans la voiture. Vous voulez suivre moi? Ici, ça vient de 50 mètres à profondeur. Et vous pouvez voir là-dedans qu'on a beaucoup de couleurs. Ici, c'est blanc, c'est gris, c'est brun. C'est un petit peu comme, j'ai dit, le tache de rousseur, comme sur mon bras. Et c'est ça qu'on cherche. C'est le lithium? Oui, c'est le lithium. Ça, c'est 50 mètres sous terre? Oui, 50. Et vous allez creuser ensuite? Au moins, peut-être jusqu'à 200 mètres à profondeur. Peut-être plus profonde que ça. Mais jusqu'en haut, jusqu'en bas. Ouais. C'est énorme. Ah oui, c'est possible. On fait beaucoup. On va le faire. Ouais. British Lithium et son géologue responsable nous assurent que ce chantier gigantesque se fera dans le respect de l'environnement et que les montagnes de déchets seront revalorisées. Une promesse qui ne sera pas facile à tenir, car dans ce granit britannique, il n'y a que 1% de lithium. Ce qui veut dire que des millions de mètres cubes de roches devront être excavés pour récupérer le précieux métal. Combien est-ce qu'il faut de pierres, comme vous avez dans les bras, pour alimenter en lithium mon téléphone? Le téléphone fonctionne avec 2 ou 3 grammes de carbonate de lithium. Cette carotte pèse environ 10 kilos. Cela fait donc beaucoup de téléphones. Combien? 5 à 10. Une fois extraite, la roche est traitée à quelques kilomètres de la mine, dans une petite usine pilote qui emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. C'est la chimiste en chef qui nous montre la première étape du processus de purification, le broyage. Oui, exactement. On l'a concassé et par la suite, on va séparer du mica qui contient du lithium, le composant principal qui nous intéresse, du reste des composants de granit. Dans ce modèle réduit industriel, 30 mètres de machine traitent mécaniquement la roche. Comment? Nous n'en saurons pas plus. Car ici, la richesse n'est pas uniquement le lithium, mais peut-être les nouveaux brevets des processus de purification de ce minerai. Ce sont des techniques secrètes que je ne peux pas malheureusement vous montrer. Par contre, je peux vous montrer le résultat final. Venez avec moi.
Le résultat final, un sable fin, scintillant de lithium, mais loin d'être assez pur pour être utilisé dans nos téléphones portables. Reste encore une étape au processus, une batterie de traitement thermique, physique et chimique. Ici, le lithium arrive en phase liquide et on ajoute des réactifs pour ensuite le précipiter en phase solide et davantage d'enlever plus d'impuretés. On peut aller le voir, ce lithium, alors, maintenant? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Mais ce qu'on verra ici, ce n'est pas le lithium métal pur, mais son dérivé, le carbonate de lithium. Ce carbonate est la substance la plus utilisée pour fabriquer les batteries de nos objets domestiques. Et voici de l'or blanc avec la pureté au-delà de 99,9%. Il y a combien de carbonate de lithium ici? Il y a à peu près 1 kg de carbonate de lithium. Vous pouvez faire combien de batteries de téléphone portable avec ça? Environ 700-800 téléphones portables avec cette quantité de matière. Tout semble donc prêt chez British Lithium pour passer à une phase de production industrielle. Deux choses essentielles restent encore à obtenir: les autorisations gouvernementales et surtout le financement. En ce moment, nous sommes en discussion active avec un certain nombre de grands constructeurs automobiles. Je ne peux pas dire lesquels, mais ils sont très enthousiastes à l'idée d'assurer eux-mêmes l'approvisionnement de leurs véhicules électriques. Quand pensez-vous que les voitures britanniques fonctionneront avec votre lithium? Je ne sais pas. 5 ans. Avec son projet, British Lithium assure pouvoir créer 1500 emplois directs et indirects. Un bol d'oxygène dans une région sinistrée suite à la fermeture des mines et le vote sur le Brexit. Le lithium, c'est peut-être la promesse d'un renouveau de l'économie, le réveil d'une tradition. C'est facile de trouver ici quelqu'un qui a été mineur. Les pères travaillaient dans la mine, les grands-pères aussi. Il y a une histoire, un héritage, et les gens sont très fiers. Jusqu'à il y a peut-être 30 ans, la mine était la principale économie de la région, et puis ça a lentement fermé. On espère la relancer grâce à l'exploitation du lithium. Plus il y aura de lithium, plus il y aura d'emplois, mieux ils seront payés. Ça ne peut que rebooster notre économie. Et quand on évoque les conséquences environnementales de l'exploitation future de ces mines de lithium, ici, on ne semble pas très inquiet. Il ne faut pas oublier que le terrain a déjà été exploité, que la majorité du travail d'extraction se fera à des endroits qui ont déjà été utilisés, à partir de décombres, des restes des anciennes mines. Ce n'est donc pas comme si on devait creuser de nouvelles mines. Les mines sont déjà là, il y a déjà des déchets de l'exploitation de l'argile. D'une certaine façon, il s'agit simplement d'une sorte de recyclage. Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, il n'y a pas eu ici de manifestation contre les mines. Et même les militants écologistes reconnaissent la nécessité d'extraire le lithium dans les Cornouailles. Une approbation teintée tout de même d'un peu de méfiance. Nous devons sortir de notre dépendance aux combustibles fossiles. L'électrification des transports en est un élément essentiel. Nous avons besoin de lithium. Je pense donc que c'est une bonne chose de pouvoir extraire ce type de ressources le plus près possible de l'endroit où elles seront utilisées. Mais attention à l'excitation, la frénésie suscitée par la prochaine ruée vers cette ore minérale. Toute activité minière comporte des risques réels pour l'environnement. Il faut vraiment rester vigilant et encadrer strictement ces nouveaux projets. Je n'ai pas confiance dans la capacité des entreprises privées à s'autocontrôler. Et je ne crois pas que notre gouvernement actuel s'intéresse suffisamment aux problèmes environnementaux pour donner un cadre vraiment strict. Vous avez confiance en qui alors? J'ai confiance dans les gens qui vivent ici. Ils ne veulent pas que leur eau potable soit polluée. Ils ne veulent pas que la qualité de l'air se dégrade.
Ils veulent que les promesses d'un processus respectueux de l'environnement soient vraiment mises en œuvre ici. L'extraction industrielle du lithium en Europe devra encore passer par plusieurs étapes avant d'être vraiment effective. Mais une nouvelle donne pourrait accélérer les choses. En à peine 2 ans, le prix de ce nouvel or blanc a été multiplié par 4. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors on a beaucoup parlé de l'avenir du lithium. Avec vous, on va parler du lithium aujourd'hui et plus particulièrement de ces power banks, comme on dit en bon français. Donc ce sont ces appareils qui permettent de recharger le téléphone portable quand on est en déplacement. Exactement. Alors on en a acheté 10 dans les magasins, sur Internet, et on les a confiés à un laboratoire à la Haute École d'ingénierie d'Yverdon. Des appareils avec une capacité de charge affichée de 10 000 mAh, c'est l'unité de mesure. Pourquoi ces produits-là ? Alors, on a pris 10 000 mAh parce que ces appareils, c'est une question de poids. Ces appareils pèsent entre 180 et 250 grammes. Des appareils de 20 000 mAh auraient pesé entre 400 et 500 grammes. Vous ajoutez à ça encore le poids du téléphone, puis vous êtes quasiment aux 3/4 de kilo. Ça va dépendre ensuite des besoins. Alors, je vous propose qu'avant les résultats, on regarde ensemble le making-of de ce test. Un pack de batterie, ce qu'on appelle un pack de batterie, est composé de 2 parties principalement. Les éléments chimiques de stockage, du lithium polymère à l'occurrence, et une partie électronique qui comprend un convertisseur pour la charge, un convertisseur pour la décharge et un système de gestion de la batterie. Il y a 3 tests. Le premier test, c'est un test à température ambiante de la capacité effective de la batterie, donc à la décharge. Un deuxième test où on mesure le rendement de la batterie, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie de décharge et celle nécessaire pour la charger complètement à température ambiante. Et un troisième test, c'est un test de rendement aussi, c'est un test de décharge, mais à température basse, donc de capacité de batterie à 0 degré. Résultat de tous ces exercices, le produit le moins bien classé de ce test, c'est celui-ci. Oui, c'est le Urban Factory. Il fournit la plus faible quantité d'énergie à votre smartphone. C'est aussi une des batteries qui perd le plus de capacité à 0 degré. Il en perd 12%. Et puis son efficacité énergétique est aussi la moins bonne. Et la dernière chose, c'est que cet appareil n'a pas de fonction Power Delivery, il obtient 5,3 sur 10. Donc la petite pause, pardon, efficacité énergétique, Power Delivery, je suis lost in translation. Voilà. Alors l'efficacité énergétique, c'est le rapport entre l'énergie nécessaire pour charger la batterie et puis l'énergie qui sera disponible en fin de compte pour le smartphone. Et le Power Delivery, c'est une fonction qui est sur ces batteries qui permet de charger plus vite le smartphone. Alors maintenant qu'on parle tous la même langue, on peut poursuivre dans le classement avec une série de produits jugés suffisants. Ah oui, alors avec ce Cellular Line Essence, on obtient 6,4. Il délivre un peu plus d'énergie et une meilleure efficacité énergétique que le précédent. Suit le Oki, meilleure efficacité énergétique et ne perd que 7% d'énergie quand on le mesure à 0 degré. On monte en capacité ensuite avec ce Xiaomi Redmi, un des 2 appareils les moins chers, il coûte 38 francs. À l'autre extrémité, on va trouver un appareil le plus cher, le Mofi 5995, qui obtient une note de 7,2. À peine moins cher, le Cellular Line Thunder, cette fois, dispose de la meilleure efficacité énergétique. Alors ça, c'était les produits jugés suffisants. Et puis maintenant, on passe aux bons produits, à ceux qui ont un bon résultat. Tout à fait. Le Samsung, c'est un de ceux qui fournit le plus d'énergie, mais il est aussi le moins efficace à 0 degré. Ama, ensuite, a une bonne capacité tant à 19 degrés qu'à 0 degré, mais il n'a pas cette fameuse fonction Power Delivery qui permet de charger vite le smartphone. Il obtient 8,2. Deuxième du classement, le X-Storm. C'est un des 2 qui fournit le plus d'énergie pour charger votre smartphone ou un autre appareil. Et enfin, le premier, le Varta, est encore plus généreux. Question énergie rendue. Il ne coûte que 22 francs 70, ça veut dire qu'il est à peu près 50% moins cher que les autres 9 appareils qu'on a sur le plateau. Donc le meilleur produit du classement, c'est le moins cher, et ça c'est toujours une bonne nouvelle pour les consommateurs. Stéphane, est-ce que vous avez obtenu des réactions à ce test de la part des fabricants ?
Alors j'ai une réaction de Hama qui nous indique que les 10 000 mAh marqués sur l'emballage font référence à la capacité des cellules intégrées et que la capacité utile est indiquée sur l'emballage. En l'occurrence, elle est indiquée derrière, en tout petit, et il faut savoir ce que ça veut dire. En fait, tous ces emballages indiquent sur le devant 10 000 mAh. Sur les 10, il y en a 4 qui indiquent réellement ce qu'on va pouvoir utiliser, ce qui nous intéresse, nous, en fait. C'est celui-ci qui met 6600 en tout petit, 6657 écrit derrière, celui-ci 5920, 6400 et 5500 mAh, soit 55% de la valeur qui est affichée sur le devant de l'appareil. Donc ça veut dire, en clair, que ce n'est pas du tout ce qu'on croit acheter quand on lit ce qui est écrit sur le devant du paquet. Ça, c'est pour ces 4 produits. Pour les autres? Alors, pour les autres, je n'ai rien trouvé sur les emballages. Merci beaucoup, Stéphane. Et donc, en l'absence de données transparentes fournies par les fabricants, eh bien, vous pouvez vous référer aux résultats de notre test. Ils sont disponibles, comme d'habitude, sur notre site abe.ch ou alors directement en scannant le QR code qui apparaît au bas de votre écran juste maintenant. Des powerbanks donc et des piles au lithium sous toutes leurs formes, eh bien cela pose la question du recyclage, d'autant que les batteries des voitures électriques arriveront bientôt massivement en bout de course. Un nouveau secteur en plein essor et parmi les premiers à s'y risquer, il y a Kyburz, une entreprise suisse. Lorsqu'une batterie s'use, ce ne sont pas ses composants qui se dégradent, c'est le mécanisme du transport de l'énergie qui se détériore. La batterie ne fonctionne plus, mais on peut en récupérer les éléments. Voici donc comment finissent en général vos piles, batteries de téléphone portable ou de télécommande. Elles sont broyées, les différents éléments sont ensuite séparés et récupérés selon 2 techniques. Soit on les fond dans de gigantesques fourneaux, soit on les traite avec des produits chimiques. Cela demande dans tous les cas beaucoup d'énergie et de substances polluantes. Dans la campagne zurichoise, un ingénieur a trouvé une manière plus écologique de récupérer le lithium. Kyburz, en Suisse. Tous les jours, vous voyez passer un tricycle électrique de cette entreprise. C'est celui du facteur. Des véhicules postaux que l'on retrouve aussi en Allemagne, en Norvège et même en Australie. Les plus grands producteurs de la Suisse de véhicules électriques. On a à peu près 2500 blocs de batteries qui reviennent. On a à peu près 650 véhicules chaque année qui reviennent et c'est ça. Kyburz produit et entretient plus de 3000 véhicules par an. Les premiers datent déjà d'une quinzaine d'années. C'est le temps pour une batterie d'arriver en bout de course. Sur ces étagères, après de bons et loyaux services postaux, les premières batteries sont de retour. Elles sont testées, cataloguées et pour certaines, envoyées directement au recyclage. Ici, on ne broie pas. On scie, on coupe, on perce, on chasse afin de séparer les différents composants, l'électrolyse, l'anode et la cathode. Mais la découverte la plus innovante se passe dans ce petit laboratoire. Ici, c'est l'anode et la cathode qu'on a pu séparer dans la machine. Et maintenant, on les met dans l'eau. Et maintenant, on peut séparer les matériaux actifs. On sépare le graphite avec du cuivre. Et ici, où il y a aussi le lithium, on peut séparer l'aluminium et le lithium ferrophosphate. On voit comment ça commence à se détacher. Et dans 30 secondes à peu près, on peut retirer des plates de l'aluminium et ici du cuivre. Et c'est de l'eau? Et c'est de l'eau. On se travaille sans chimie, c'est ça. C'est magique ça. C'est un peu magique, oui. L'eau, elle est à 20 degrés. Ça veut dire qu'on ne chauffe pas l'eau. Et comme ça, on n'utilise aussi pas beaucoup d'énergie pour ce procédé. Au bout du processus de recyclage, on ne trouve pas du lithium pur, mais du lithium ferrophosphate. Une poudre noire quasi prête à l'usage pour une nouvelle vie. Maintenant, il va y avoir un healing, ça veut dire on remet un tout petit peu de lithium dedans
et pour atteindre la qualité qu'on a besoin pour produire de nouvelles batteries. On a déjà fait une petite, ça fonctionne. Maintenant, le prochain, c'est de faire une batterie plus grande qu'on arrive à utiliser dans notre véhicule et après de faire une production. Là, j'ai mon téléphone portable. Si je vous le donne, vous arrivez à recycler? Non. Ça, c'est une autre chimie. C'est aussi beaucoup plus petit. Et pour l'instant, on se focus des batteries 18660. C'est la plus petite batterie qu'on fait, au plus grand. C'est ça. Économie oblige, le processus industriel du recyclage passera donc d'abord par les grandes batteries. Celle aujourd'hui, par exemple, des véhicules de Kyburz, mais surtout celle des millions de voitures électriques qui, demain, feront partie de notre quotidien de consommateurs-conducteurs. Et après s'être projeté dans notre avenir énergétique, on se penche sur notre quotidien un peu plus prosaïque. Bonsoir Elisa Cacharo. Bonsoir. Visiblement, vous avez fait du shopping. Oui, avec cette jolie veste tendance, bien chaude pour l'hiver. Elle coûte 139 francs chez Zara. Et ce qui a interpellé une journaliste de notre rédaction, c'est la différence de prix avec d'autres pays européens. Je vous laisse regarder sur la boutique en ligne de Zara. Oui, alors là, on est sur Zara en Espagne. 79,95 € pour la même veste. Et puis, c'est la même chose si on va sur le site français, enfin à peu près 89,95 € pour cette veste, exactement le même modèle, alors qu'aujourd'hui, 1 € ou 1 franc. Oui, ça veut dire que cette veste en Suisse est donc 75% plus chère qu'en Espagne. Un grand écart que la marque justifie très sommairement. Je les cite. En fonction du marché, des ajustements de prix peuvent être appliqués pour des raisons commerciales ou des coûts d'exploitation locaux. Alors, les fameux coûts d'exploitation locaux, quand même, là, on parle de vente sur Internet. Est-ce que ça suffit à justifier une différence pareille ? C'est aussi ce que m'a répondu le surveillant des prix, qui voit là une discrimination évidente envers les consommateurs suisses. Notre pays est connu comme un îlot de cherté depuis longtemps. Et selon lui, c'est encore plus flagrant depuis 2022 parce que les sites ne peuvent plus faire du géoblocage, c'est-à-dire rediriger automatiquement sur le site suisse quand on essaye d'aller sur le site français ou sur le site espagnol. Alors, en moyenne, on sait que les vêtements coûtent environ 30% de plus en Suisse que dans l'Union européenne, mais là, on parle d'une différence de 75%. C'est énorme. Le consommateur suisse, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, il faut dénoncer les cas. Monsieur Prix recommande de se plaindre auprès de son service, la surveillance des prix. Ça lui permettra de faire pression sur les entreprises. Les prix éternel sujet de préoccupation. On continue à en parler d'ailleurs avec un changement annoncé récemment et qui concerne les cartes journalières des communes pour les transports publics. C'est ça, donc ce sont des cartes que les gens utilisent surtout pour prendre le train, mais grandeur nature. Les communes les achètent et les revendent à leurs habitants à un prix réduit. Selon la taille des communes, on en trouve de 2 par jour jusqu'à 60 par exemple pour la ville de Genève. Et donc le changement, c'est que dès l'année prochaine, il n'y aura plus de quotas en quelque sorte de cartes par commune, mais une sorte de grand pot commun pour toute la Suisse. C'est ça, donc l'avantage pour les habitants des petits villages, c'est qu'il y aura sûrement plus d'opportunités pour en trouver une disponible. Mais il y aura aussi quelques inconvénients. Oui, le premier, c'est le prix qui a été revu à la hausse pour les personnes qui n'ont pas le demi-tarif. Aujourd'hui, une carte coûte de 30 à 49 francs selon les tarifs décidés par les communes. Et ces tarifs sont fixes, peu importe quand on les prend, si on a un abonnement ou pas. À Morges, par exemple, la carte coûte 41 francs. Et dès 2024, avec ce nouveau système, elle sera vendue au minimum 52 francs. Seuls les détenteurs d'un demi-tarif y gagneront. Pour eux, le tarif minimum sera de 39 francs. Ça veut dire que pour tous les autres, ça fait une augmentation d'au moins 11 francs, ce qui énerve une téléspectatrice de Morges, précisément. Une téléspectatrice énervée aussi par un autre volet du nouveau système, les prix dynamiques. En clair, si vous attendez le dernier moment pour prendre votre billet, eh bien, vous payez encore plus cher. On l'écoute. Alors, j'en prends plusieurs fois dans l'année. C'est quand j'ai mes petits-enfants pendant les vacances. Tout d'un coup, on décide de partir. Je regarde d'abord s'il y a des cartes sur leur site, bien entendu. S'il y en a, j'en commande. Et puis, le lendemain matin, on part en cours d'école avec les deux petits. Mais on ne sait pas où on va. Ce qui me dérange, c'est qu'on sera obligé de les prendre longtemps à l'avance pour avoir le prix. Et puis, c'est l'augmentation. Ça augmente beaucoup trop par rapport à notre pouvoir d'achat. Et puis, ils ne pensent pas aux petits revenus. À moins que vous preniez des billets dégriffés, mais vous devez prendre un train à telle et telle heure, vous devez rentrer à telle et telle heure.
C'est-à-dire que ça, on n'est plus libre, il n'y a pas d'horaire. Vous partez quand vous voulez, vous rentrez quand vous voulez, jusqu'à minuit. Moi, j'estime que comme ils font les CFF, c'est un peu nous forcer la main à prendre l'abonnement demi-tarif. Hein. Mais le peu qu'on utilise, ça ne vaut pas la peine. J'espère que les CFF écouteront la clientèle, puis qu'ils reviendront en arrière, c'est tout. Puis le monde politique. Alors, précisons juste que la téléspectatrice parle des CFF, mais ces cartes journalières communes dépendent en fait de l'alliance Swisspass, dont les CFF sont les plus gros acteurs. Et pour Swisspass, on l'imagine, pas question de faire marche arrière. Alors, il y a peu de chance parce que ce changement a été approuvé par l'Association des communes suisses et l'Union des villes suisses. En fait, aujourd'hui, ces cartes représentent une dépense pour les communes. Et si elles ne vendent pas tout leur stock, eh bien, ça finit en perte. Ouais, alors que dès 2024, eh bien, elles continueront à assurer la vente de ces cartes, mais par contre, elles n'en supporteront plus le risque financier. Est-ce que, du coup, elles sont toutes d'accord, elles soutiennent toutes ce projet? Alors, la plupart s'en réjouissent, mais dans certaines communes, on s'inquiète quand même du fonctionnement qui semble compliqué et du prix qui pourrait décourager les gens de faire des excursions en transport public. Et on termine avec un autre voyage et toujours un problème de prix. Alors, c'est pour une cliente qui s'est offert un voyage jusqu'à Vérone en train, opéra et hôtel inclus, avec Connie qui vend du rêve à ses clients. Une semaine en Thaïlande, des 1259 francs. Claire sillonne la baie depuis des jours, à la recherche de ce qui cloche. Keoni, moins cher que vous ne le pensez. Keoni, moins cher que vous ne le pensez, ou pas? Alors, c'est en recevant ces tickets que la cliente a compris l'ampleur des frais facturés par Connie. Donc, vous voyez, là, c'est un des tickets d'opéra. Le prix est imprimé 105 €, mais sur la facture de l'agence, il apparaît à 183 francs. Pareil pour le train. Voilà son billet Lausanne-Vérone qui est affiché à 105 €, alors qu'on lui a facturé 194 francs 50. Et en plus, l'agence a perçu 122 francs de frais d'honoraires qui, eux, sont clairement indiqués sur la facture. Alors, vous avez fait le calcul total. On parle là d'un voyage pour 2 personnes et les frais dépassent les 700 francs. Ça fait quand même le quart du prix total du voyage. Comment est-ce que Keoni se justifie? Alors, Connie a expliqué à la cliente que les prix étaient majorés du taux de change et de la commission qui rémunère le temps de travail et les services de l'agence, par exemple l'assistance en cas de problème. Pour les spectacles, l'agence répond qu'elle a prépayé les billets, ce qui s'est révélé utile avec les reports dus au Covid. Et le prix inclut aussi les frais d'un autre intermédiaire. Connie nous a encore précisé que cette cliente avait pu faire des changements sans frais. Oui, alors bon, ça fait partie des services de l'agence compris dans tous ces frais, mais tout de même, 700 francs pour ce voyage, sans facture détaillée, sans détail de ces frais. Est-ce que c'est la norme dans la branche? Alors, des frais aussi élevés, non, mais prendre une marge sans la détailler, c'est plutôt courant. Selon l'Ombudsman, qui est donc un organisme de médiation, Connie n'a rien à se reprocher, l'agence doit bien gagner de l'argent et couvrir ses frais. Par contre, selon le vice-président de la Fédération suisse du voyage, sans connaître les détails du cas, les prix ici sont trop élevés. Donc ça vaut la peine de poser la question à l'agence en fait au moment du devis et puis éventuellement d'aller voir ailleurs si on trouve moins cher. Des prix et encore des prix. C'était votre regard sur l'actualité conso. Merci beaucoup Elisa et à bientôt. Merci.